Il est 19h, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité de ce mercredi, il a été définitivement condamné par la Cour de cassation. Gaston Floss ne pourra pas se présenter aux législatives ni aucune autre élection durant 5 ans. La colère des acteurs de la filière Mon-Œil de Tahiti, le gouvernement a décidé de supprimer la taxe à l'export du produit sans concertation avec les professionnels. Or, l'argent récolté permettait de protéger et valoriser cette appellation d'origine contrôlée. Déjà très en retard, le centre TVIT peine à sortir de terre. La faute aux lenteurs administratives, fustige le père Christophe. En attendant, les sans-abri s'entassent dans la capitale. Le ministre Jean-Christophe Bouissou nous dira si ce coup de colère est légitime ou pas. Et puis nous irons à Manihi pour un ramassage de bénitiers avec la famille Houri, une activité qui se transmet de génération en génération. La Cour de cassation a donc décidé de confirmer la peine de Gaston Floss, une décision attendue depuis le mois dernier. Elle a été rendue dans la nuit à Paris. Marie Radovic. Vous le savez, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction française. C'est le dernier recours. Elle se prononce sur la procédure qui a eu lieu. Elle vérifie que le droit a été correctement appliqué. En l'occurrence, dans cette affaire de la citerne d'eau d'Erima, elle a donc estimé que l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete rendu fin 2020 était totalement fondé. Le pourvoi de Gaston Floss est donc rejeté. Il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis, à 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de voter, ainsi qu'à une amende de 10 millions de francs pacifiques. L'ancien président était accusé de détournement de fonds publics pour avoir fait supporter durant plus de 20 ans ses factures d'eau de son domicile d'Erima aux administrés de la commune de Pirée. Enfin, rappelons que dans cette affaire, le président Édouard Fritsch a également été condamné. Il a écopé d'une amende d'1 million de francs pacifiques et son pourvoi, lui aussi, a été rejeté. Cette décision fait voler en éclats toutes les chances du président du Amuiteir Aotenun Amahui. C'est du lynchage politique. Ça me donne la force de me battre contre cette injustice de la France, s'est-il exprimé. Gaston Floss, qui est le candidat du parti dans la première circonscription pour les législatives, devra rebattre ses cartes. Brigitte Olivier, Mirko Vanfo. Il est calme et souriant. Gaston Floss se maîtrise sur la forme, mais reste cinglant sur le fond. C'est pas tellement le fait de ne pas se présenter, mais c'est cette injustice intolérable. Vraiment, le tribunal là a dépassé les limites. Pourquoi est-ce que Édouard Fritsch, lui, n'a pas été condamné d'inéligibilité? Il y a Édouard Fritsch et il y a Béatrice Vernaudon. Elle également, son nom n'est même pas cité dans cette affaire. Pourquoi? Contactée par téléphone, Béatrice Vernaudon n'exprime pas de regret, mais ne se réjouit pas non plus. Une réaction de tristesse quelque part, parce que c'est quand même quelqu'un qui a créé mon destin en politique. C'est lui qui m'a appelée. Ce que je regrette, c'est que cette affaire trouve son aboutissement plus de 10 ans après qu'elle ait été portée en justice. Et c'est une affaire qui a été pénible, c'est vrai, pour beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, Gaston Floss est déclaré inéligible, inconfortable pour cet homme qui refuse d'abdiquer. D'ailleurs, son célèbre avocat ne s'avoue pas complètement vaincu et pense à une nouvelle stratégie. C'est d'engager une demande de relèvement de déchéance auprès de la Cour d'appel de Papeete, ce qui est toujours possible. L'avocat et son client attendent maintenant une réponse d'ici quelques semaines. Dans cette affaire ont également été condamnés Hilda Chamon et Olga Anderson à une amende de 5 millions pour la première, le double pour la seconde. Ce coup de colère à présent de l'association Mon-Œil de Tahiti, parmi les mesures prises par le pays dans le cadre de sa réforme fiscale, la suppression de la taxe à l'export sur l'huile de tiare. Pour le pays, il s'agissait de renforcer la compétitivité des exportations polynésiennes, mais pour l'association, c'est encore une décision inappropriée et nuisible pour la filière, prise sans concertation. Écoutez Olivier Touboul, trésorier de l'association Mon-Œil de Tahiti. Cette taxe, elle permettait de générer un budget qui nous permettait toute cette partie protection
qui est fait à l'étranger et qui n'est pas dans les moyens de nos entreprises individuelles. C'était une démarche un peu commune qui était intéressante de financer par un budget collégial. Donc c'est pour ça que là où on n'est pas d'accord, c'est véritablement la forme dont ça s'est passé. Effectivement que demain, le pays nous dise débrouillez-vous et trouvez un moyen de vous entendre pour mettre en place un autre financement que celui de la taxe parafiscale, on aurait pu l'entendre, on aurait pu le prévoir. Mais là, de nous faire ça le 23 décembre avec une publication du texte le 27 décembre, c'est ça qu'on critique, voilà, et qu'on dénonce. Pour la filière, c'est donc la goutte de trop. Jusqu'à présent, d'aussi les conciliants, les 5 entreprises du secteur ont décidé de manifester leur mécontentement. Pour ces chefs d'entreprise, ce n'est pas la première fois que des textes sont votés dans l'urgence et sans leur accord. Le point avec Cybèle Plichard et Marcel Bonneau. Du savon au Moneuil, parfumé au Corosol, mais la pilule est amère pour les professionnels du secteur. La taxe à l'export permettait de récolter environ 35 millions de francs par an, assez pour promouvoir, mais aussi protéger cette appellation d'origine contrôlée. Cette taxe, en fait, servait au groupement, au JMT, qui a été dissous il y a 3 ans, servait au JMT donc de faire la promotion du Moneuil d'appellation d'origine de Tahiti dans le monde entier. C'est-à-dire participer à des salons, faire des études de recherche scientifique sur le Moneuil, sur le tiaré, et surtout aussi contrer toutes les imitations qu'il y avait. Seules les productions de Moneuil en vrac, reconditionnées à l'étranger, étaient taxées à l'export. Pour cette entreprise qui exporte, elle, un produit fini, c'était une manière de valoriser sa production 100% locale. On fabrique et on conditionne tous nos produits en Polynésie. Donc nous essayons vraiment de faire de la valeur ajoutée locale. Et nous participons à 100% dans l'économie polynésienne. Le fait d'enlever cette taxe, on se retrouve très désavantagé par rapport à la concurrence. Pour l'association Moneuil de Tahiti, cette nouvelle décision unilatérale du pays s'apparente à une tentative de déstabilisation de la filière. Or, pour le ministre de l'économie, pourtant, il s'agit seulement de moderniser la fiscalité et de rendre le prix plus compétitif à l'exportation. Aujourd'hui, nous récoltons 35 millions de cette taxe à l'exportation et nous subventionnons l'activité, la promotion à hauteur de 40 millions. Donc l'idée, c'était de dire à ce moment-là, donnons les 40 millions, supprimons la taxe, rendant plus compétitif le produit, sans mettre en péril l'exportation. C'est pas ce qu'ils souhaitent. Moi, ça me pose aucun souci, on n'est pas fermé. Le pays confirme donc son intention de continuer d'accompagner ce secteur. De leur côté, les 5 entreprises concernées ont décidé de remplacer la taxe à l'export par une contribution volontaire, une sorte d'autotaxe pour éviter de dérégler le marché. Lui aussi a décidé d'afficher publiquement son désaccord. Père Christophe dénonce les lenteurs administratives. 4 mois qu'il attend patiemment que l'urbanisme lui accorde le permis de construire du centre Teveï-Été. Mais au-delà de l'attente qui est interminable, c'est bien la prise en charge des sans-abri qui le préoccupe. Chiquita Teivadaruzes, Patrick Sing Sing. On ne peut pas se fâcher après tout. Père Christophe attendait le 4 janvier le feu vert du service d'hygiène de l'urbanisme pour lancer la construction du centre de jour Teveï-Été. Au lieu de cela, sa demande est repoussée de 2 mois alors que l'urgence est d'excentrer toutes les activités du presbytère en faveur des sans-abri. La situation actuelle, elle est désagréable à la fois pour les personnes sans-abri, pour ceux qui s'en occupent et pour les riverains de la cathédrale, puisque toutes les activités qui ne sont plus à vain ignorées pour raison du Covid d'abord, et puis ensuite que le bâtiment n'est plus à nous, fait que toutes les activités ont été ramenées autour de la cathédrale, et c'est vrai que c'est pas gérable sur le long terme. Pièces ou modifications supplémentaires à apporter au dossier, le maître d'œuvre aurait pu les fournir si tel était le souci, même avec 1 mois de retard sur le permis. Mais pour l'heure, le temps presse. Si on peut donner la réponse avant la fin du mois de janvier, nous, ça veut dire que c'est pas avant la fin du mois de mars, mois d'avril. Puisque c'est 2 mois, ils ont 2 mois pour donner la réponse, sauf si effectivement ils la donnent plus tôt, ce que a laissé entendre monsieur le vice-président. De nombreux sans domicile fixe viennent trouver refuge, soins et conseils au presbytère. Tous n'attendent qu'un centre de jour plus spacieux.
J'aimerais bien un grand centre pour les sans-abri, parce que là, ça vient de plus en plus les sans-abri. Et c'est dur aussi la vie. Et moi, que je pense vraiment, il faut vraiment aussi les aider pour qu'ils puissent travailler, avoir un peu de soutien dans la vie, pour qu'ils rentrent vraiment chez eux aussi. Après avoir été largement relayé par les médias, le ministre de tutelle, Jean-Christophe Bouissou, a souhaité replacer les choses dans leur contexte et surtout apporter quelques précisions sur d'autres sujets aussi, à la guerre entre les opérateurs de téléphonie mobile et la concurrence dans le secteur aérien. Nous allons voir tout cela en détail avec lui. Il est l'invité de ce journal, Jean-Christophe Bouissou. Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, on va revenir d'abord sur le sujet, ce coup de colère de Père Christophe. On sait que beaucoup d'efforts ont été demandés aux administrations ces derniers temps. Est-ce que finalement, ce n'est pas un manque de moyens humains qui se cache derrière ces dysfonctionnements ? Il y a un problème de moyens humains parce que nous avons une augmentation substantielle du nombre de demandes de permis de construire, de certificats de conformité. Il y a plus de 20% d'augmentation entre 2020 et 2021. Mais le problème n'est pas là. Je voudrais d'abord dire une chose, c'est que le terrain qui va servir à la construction est un terrain qui a été offert par le pays. Donc on ne peut pas penser raisonnablement que le pays va donner un terrain et ensuite demander à son administration de retarder la construction. C'est un non-sens. Donc c'est un mauvais procès que nous fait Père Christophe avec toute l'amitié et toute l'estime qu'on peut avoir pour lui. C'est pas lui qui devrait parler. C'est son maître d'œuvre, son architecte. Parce que c'est lui qui gère derrière l'ensemble des demandes de l'administration. Parce que c'est quand même un centre qui va recevoir 165 personnes par jour, qui vont venir se doucher, qui vont venir manger. C'est un établissement ouvert au public. Donc il y a des questions de sécurité qui se posent, des questions liées à l'assainissement. Donc le Père Christophe, lui, je sais qu'il veut l'équité, il veut l'égalité de l'ensemble des citoyens et des usagers. Donc il doit comprendre que lorsqu'on pose une question sur l'assainissement, il faut qu'il y ait une réponse. Lui, il serait le premier à dire il ne faut pas de passe-droit à personne. Donc voilà, je voulais simplement dire à Père Christophe, on va se plier en 4, en 8, en 16 pour sortir ce dossier, mais faire, je dirais, une déclaration publique en disant finalement ce gouvernement n'en veut pas, c'est vraiment nous faire un mauvais procès. C'est plutôt l'urbanisme qui était pointé du doigt. On va parler de la concurrence à présent dans la téléphonie mobile. D'abord, vous regrettiez que le politique a été mêlé à l'affaire des réseaux d'itinérance dans les îles. C'est pourtant le politique qui dicte les règles. Oui, sauf que les règles sont votées par l'Assemblée. Il y a un schéma directeur du numérique, il y a un schéma directeur pour déployer l'ensemble des moyens. Il y a des votes au niveau de l'Assemblée, au niveau des textes. Il y a le code des postes et des télécommunications. Tous les opérateurs, y compris Vodafone, connaissent bien les textes. Ils ont signé des contrats, ils se sont engagés sur des cahiers des charges vis-à-vis du pays. Ils se sont engagés, donc il faut qu'ils respectent. C'est trop facile de venir dire aujourd'hui, parce qu'on a dit c'est l'OPT, donc l'OPT c'est le gouvernement. À partir de là, on met des bâtons dans les roues. C'est faux. On veut qu'il y ait une concurrence, on veut que la population puisse bénéficier des baisses tarifaires, ce qui est d'ailleurs le cas depuis, c'est ce qui est le cas, et nous sommes très satisfaits de cet aspect. Maintenant, entre des contrats qui sont signés de libre, en toute liberté entre les parties, il faut les exécuter. Et concernant le secteur aérien, maintenant, 3 nouvelles compagnies devraient faire leur entrée sur le marché d'ici peu. 11 nouveaux appareils au total devraient occuper les aéroports. Est-ce qu'ils en auront? Est-ce que les aéroports auront la capacité de les accueillir d'ici là? C'est une très très bonne question, parce qu'au fait, on voit bien qu'il y a une frénésie aujourd'hui sur des compagnies, des sociétés qui se créent, avec des sociétés qui sont très très sérieuses, qui vont très vite. On parle même du mois de mai de cette année, avec un concurrent qui va se mettre en place. Et je sais que des contrats sont d'ores et déjà signés sur la mise en place de ces appareils, et avec des baisses tarifaires qui vont même jusqu'à 40%, 50%. Sur certaines destinations. Donc c'est une bonne chose, c'était ce que souhaitait le gouvernement. Alors maintenant, il faudra accueillir évidemment ces compagnies. Et on sait très bien que sur l'aéroport de Tahiti Faraha, il y a très peu de place, donc il faudra que ADT notamment, l'État avec nous, on fasse
un peu de place pour que cette concurrence... Il y a aussi évidemment dans les îles, sauf que dans les îles, c'est alterné. On ne va pas donner les mêmes heures d'atterrissage aux avions. Donc on peut gérer ça de cette manière-là. C'est un peu plus difficile sur Tahiti Phare. Très rapidement, sur la zone de délégation de service public, une convention a été signée avec Air Tahiti pour 5 ans. Est-ce que vous pourriez y mettre un terme avant la date d'échéance pour permettre à Natireva d'exploiter sur 5 îles? Non, pour l'instant, nous avons signé avec Air Tahiti la délégation de service public. Elle va durer sur 5 ans. C'est vrai que Natireva a demandé à pouvoir desservir d'ores et déjà, au-delà des 12 destinations en zone concurrentielle, au moins 9 autres destinations sur les îles en désenclavement. D'abord, ce que l'on souhaiterait, c'est que ce soit des discussions qui se passent entre cette nouvelle compagnie et Air Tahiti. Si cette nouvelle compagnie peut faire moins cher que Air Tahiti, Air Tahiti a tout intérêt à discuter avec cette compagnie Natireva. Sinon, on regardera les clauses de la délégation de service public avec les possibilités de rediscuter peut-être de ces termes. Donc le politique aura peut-être le dernier mot. Une dernière question. Un remaniement ministériel est prévu donc à la fin de ce mois. Plusieurs ministres devraient être remplacés. Thierry Alpha, Isabelle Sachet, est-ce que vous confirmez? Vous en savez plus que moi. Déjà sur ce que vous venez de dire, d'abord, je ne crois pas que ce sera... dans ces conditions, le président est le seul à savoir. Mais est-ce que Thierry Alpha, s'il ne se met pas en règle avec l'obligation vaccinale, je n'ai pas donné mon sentiment. Je suis le vice-président et je suis membre du gouvernement. Je n'ai pas allé donner mon avis sur... j'aime beaucoup Thierry Alpha, c'est un très très bon ministre. J'aime beaucoup Isabelle Sachet, je trouve qu'elle a fait un travail remarquable. Ensuite, ce sera la décision du président Édouard Fritsch. Ça ne ressort que de sa compétence telle que c'est prévu par le statut de la Polynésie française. Le 24 janvier donc. Peut-être. Merci beaucoup Jean-Christophe Bouissou d'avoir été notre invité ce soir. Au plan sanitaire, le variant Omicron continue de gagner du terrain. Les chiffres augmentent. Le nombre de cas importés, notamment 247 avant Noël et 127 personnes ont été infectées localement. Des malades identifiés majoritairement à Tahiti. D'autres ont été détectés à Moorea, Bora Bora, Aiatea, Ta'a, Rangiroa et Nukuhiva. Le taux d'incidence est désormais établi à 136 pour 100 000 habitants. Si les premières analyses démontrent que le variant Omicron est moins virulent, il est néanmoins plus contagieux. Les autorités sanitaires appellent alors à la prudence. Daniel Pogna répond à Mirko Vanfo. Nous craignons que le nombre de personnes touchées par l'Omicron augmente considérablement, soit peut-être le double aujourd'hui, parce que le Delta Omicron est très contagieux, mais peut-être moins virulent. C'est notre constat, puisqu'il n'y a pas de cas importants de personnes hospitalisées liées à l'Omicron. Donc, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, parce que c'est très contagieux. Cela veut dire que plus nombreux nous serons atteints par la maladie, par cette Covid-là, et notamment par l'Omicron. Et dans ce cas-là, plus nombreux nous serons effectivement impactés, peut-être en arrêt de travail. Donc, cela veut dire qu'il y a un impact sur le travail, il y a un impact également socio-économique. Et nous vous parlions hier soir de l'épidémie de grippe. Elle sévit aussi à Bora Bora. 60% des habitants seraient touchés. Depuis quelques semaines, les cabinets médicaux et le dispensaire ne désemplissent pas. Mais les symptômes étant similaires à ceux du Covid, des tests de dépistage sont automatiquement réalisés. Voici quelques conseils donnés par l'infirmière du centre médical au micro de Rosanam Eihota. Toujours bien porter le masque, le lavage des mains, bien faire attention, bien protéger nos aînés, les enfants, voilà. Et voilà, prendre du Doliprane, surtout tout le monde. Ayez bien du Doliprane chez soi, on fait bien attention. Mais voilà, pas d'inquiétude, ça reste un petit virus. Mais dans tous les cas, il faut venir se faire tester au dispensaire. C'est comme je tousse depuis quelques jours et que je me suis réveillé fébrile ce matin, je voulais venir faire un test, mais il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Alors je crois que je vais revenir cet après-midi, comme je ne suis pas non plus dans un état trop... voilà, c'est juste de la toux, je me sentais un peu fiévreux ce matin, mais voilà,
voilà, il faut que je fasse le test pour voir si je peux faire le rappel de vaccin ou pas. Après, je ne sais pas moi si c'est des grippes, si c'est le Covid, si c'est Omicron. Dans l'actualité de ce mercredi aussi, cette alerte donnée par Météo France, de fortes pluies sont attendues dans la nuit. L'archipel de la Société est donc placé en vigilance orange. Aux îles sous le vent, des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h devraient s'abattre sur les îles demain matin. Et enfin, le temps se dégradera aussi aux Australes demain jusqu'à dimanche. Soyez prudents. Ils fouleront le terrain de football des Émirats arabes unis le mois prochain. Le club de Pirée se prépare à affronter les grands du monde. Excitation et angoisse les animent à 3 semaines du départ. Heyar Itahiata, Inacio Raveino et Patrick Sing-Sing. Quelle chance pour ces joueurs du club de Pirée. Dans 3 semaines, ils seront au Qatar face au meilleur club du monde. Une opportunité inespérée pour une équipe polynésienne. J'étais en vacances, en dehors du pays. On m'appelle pour m'annoncer cette nouvelle. Quand on me dit la date, c'est au retour de vacances, on va partir. C'est la crainte. Hein. Après, tu as quand même l'honneur. Hein. Une équipe de Tahiti n'a jamais participé à ce genre à cette compétition. Donc on nous l'offre comme ça sur un plateau. Hein. On dira, ben oui, on est content, on prend quand même. Et après, on s'est dit, ben, on va essayer, avec le peu de temps qu'on a, d'être le plus performant possible. Les joueurs se donnent à fond à l'entraînement, mais ils le savent. 1 mois de préparation, ce n'est pas assez pour une Coupe du Monde. Ils comptent sur les matchs du championnat pour se préparer au mieux. Super motivé là en ce moment et super concentré. Bon. Après, l'objectif principal pour nous, c'est d'avoir notre championnat. Parce qu'on a encore 3 matchs à jouer avant de partir. Et c'est bien qu'on enchaîne sur ces 3 matchs pour avoir des matchs, on va dire, dans les jambes. Jonathan Torohia sera encore une fois dans les buts. Son expérience est un véritable atout pour l'équipe, lorsque pour la plupart, ce sera leur première compétition internationale. Déjà, c'est de prendre plaisir, hein, de pouvoir profiter de ces moments-là, de ces genres de matchs, de tournois. Donc pour nous, c'est que du plaisir, du bonheur pour pouvoir côtoyer les grandes équipes. Je ne pense pas qu'on réalise encore qu'on va participer à ce tournoi-là. Je pense que quand on va arriver là-bas, quand ça va être médiatisé et tout, là qu'on va voir que c'est notre dimension. L'équipe tahitienne aura le privilège de disputer le match d'ouverture du championnat. Elle affrontera l'équipe d'Al Jazeera de l'UAE Pro League, la Ligue 1 des Émirats arabes unis. Et la liste des joueurs qui partiront sera communiquée la semaine prochaine. En Polynésie, le bénitier est présent dans quasiment toutes les îles et ramassé à des fins d'autoconsommation. Pour certaines familles, la pêche au pahua est aussi une activité qui permet de nourrir sa famille. Alors pour que l'argent ne manque pas, elle est transmise de père en fils à Manihi. C'est notre AI finnois de ce soir, signé Kalin Yenar, Vito Tapo et Sandroli. La pêche au pahua, Heimana et Morino en connaissent un rayon. Ils partent rejoindre leur grand-père qui leur a transmis son savoir-faire et ses techniques secrètes. Et c'est parti, direction le lagon en face de l'aéroport. Ici, l'avantage est de taille. Les coquillages sont à la portée de tous les âges. Les gens, ils pêchent beaucoup le pahua à Manihi? Oui, c'est pour pas souvent. Quand ils veulent faire du mathéti, ils viennent chercher du pahua ou bien pahua tailleur, c'est là qu'ils vont venir. Certains pahuas sont coriaces et ils s'accrochent à leur corail. Mais les jeunes garçons savent en découdre avec les plus vivaces, car chacun a son outil de prédilection. L'un préfère le couteau, l'autre est plus à l'aise au tournevis. Et si on n'a pas tout ça, Heimana nous explique comment fabriquer une pointe artisanale. Sinon, on peut faire un fer, après on coupe et faire pointu. Et après, tu peux pendant. C'est dur de les retirer des coraux? Des fois, oui, des fois, il y en a. Vous aimez la pêche de pahua? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est amusant. Non, c'est manger.
Vous aimez manger ça? Oui, avec le citron. Le quota de pahoua pour le repas atteint, place à la pêche au f'a. Pour cela, il faut une cage remplie de nourriture pour appâter les poissons. Tu lances là, comme on a lancé là maintenant, tu attends demain matin, tu viens le retirer. Obligé de retirer tous les jours? Obligé de retirer tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des poissons qui ont pris des mains dedans. Ils vont pas sous... Ils vont mourir? Oui, ils vont mourir là. Les prises du jour sont excellentes. Bec de canne, meru, parahpewe ou encore tamouré. La pêche pour nourrir sa famille, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération chez les Mohawks. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Gaston Flosse a définitivement été condamné par la Cour de cassation. Il écope de 5 ans d'inéligibilité, de 2 ans de prison avec sursis et d'une amende de 10 millions de francs pacifiques. Son avocat, Maître Kinkis, ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il engage une demande de relèvement de déchéance auprès de la Cour d'appel de Papeete. Par ailleurs, nous vous rappelons aussi qu'une vigilance météo est en cours. De fortes pluies et des vents violents sont attendus cette nuit sur l'archipel de la Société. La prudence est donc de mise. À la une de la presse de ce jeudi, Tahiti Info titre sans doute ironiquement « Flosse éligible en 2027 ». La première vous propose ce mercredi soir un polar français, Le Pont des Oubliés, puis Amir vous emmène dans le Jura dans l'émission « Nos terres inconnues ». Merci pour votre fidélité, bonne soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.